Les syndicats liés à l'international de l'éducation étaient ce matin en assemblée générale. Le but, unir leurs forces pour défendre les intérêts de leur corporation. Détail dans ce journal. Ensuite, dans cette édition, nous parlerons de l'initiative de la CENI qui va à la rencontre des responsables communaux, les chefs de quartier et les acteurs de la société civile dans la perspective des prochaines élections. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, rencontre ce matin entre le Conseil supérieur de la communication, les entreprises de presse et les membres de la Cour des comptes du Niger. Cette rencontre a eu pour sujet le contrôle par la Cour des comptes des entreprises bénéficiaires des subventions de l'État. Compte rendu Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. C'est dans le cadre du contrôle des entreprises bénéficiaires des subventions de l'État par la Cour des comptes du Niger, initiée par le gouvernement nigérien, que cette rencontre se tient. Elle réunit le Conseil supérieur de la communication, les entreprises de presse bénéficiaires du Fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2013 et les membres de la Cour des comptes. Les entreprises bénéficiaires du Fonds d'aide à la presse font l'objet d'un contrôle par la Cour des comptes conformément à l'article 141 de la Constitution. La nouveauté principale dans l'article 10 de la loi sur le Conseil supérieur de la communication, c'est ce dernier alinéa qui institue un contrôle des entreprises bénéficiaires du Fonds d'aide à la presse par la Cour des comptes. Et nous avons approché la Cour des comptes au courant de l'année 2014 et une première réunion avait regroupé les deux institutions. Et nous avons par la suite continué les échanges et finalement le processus a abouti à la rencontre d'aujourd'hui au cours de laquelle la Cour des comptes va exposer aux entreprises, aux responsables des entreprises bénéficiaires du Fonds d'aide à la presse les modalités à travers lesquelles elle va procéder au contrôle, conformément bien sûr à d'autres dispositions de la loi. Le premier président de la Cour des comptes du Niger a donné d'amples explications sur cette nouveauté. Le contrôle que la Cour des comptes va exercer sur les entreprises de presse repose sur un double fondement juridique. À cet égard, il faut rappeler tout d'abord le fondement constitutionnel de ce contrôle. En effet, selon l'article 141 de la Constitution, la Cour des comptes est non seulement juge des comptes de l'État, mais aussi de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'État et de ses démembrements. C'est faisant suite à cette disposition que l'article 10 de la loi du 7 juin 2012 relative au CSC prévoit expressément que les entreprises bénéficiant du Fonds d'aide de la presse font l'objet d'un contrôle par la Cour des comptes. Faute de respect de cet engagement, l'organe de presse concerné sera inéligible au prochain fonds d'aide à la presse. Cette rencontre avec les entreprises de presse intervient après celle avec les partis politiques. D'autres organisations auront le même exercice avec la Cour des comptes dans les jours à venir. Les syndicats affiliés à l'international de l'éducation étaient ce matin en assemblée générale. L'objectif étant la création d'une synergie d'action pour défendre les intérêts des enseignants du Niger. Retrouvons encore Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Cette assemblée générale de la coordination nationale des syndicats affiliés à l'international de l'éducation IE, à savoir le SNEN, le SNEP, le SYNTEN, le SYNATREP et le SYNAFEN, vise à créer une synergie d'action entre ces différents syndicats pour mener une lutte commune en vue de défendre les intérêts des enseignants du Niger. L'international de l'éducation, à laquelle appartiennent ces organisations, a toujours demandé à l'ensemble des syndicats d'enseignants de pouvoir se regrouper afin qu'ils puissent ensemble mener la lutte qui vaut la peine d'être menée, celle de la défense des intérêts des enseignantes et enseignants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en place la coordination nationale de ce cadre
qui, disons-le, reste ouvert à l'ensemble des syndicats d'enseignants de notre pays pour que nous puissions nous retrouver et continuer le combat. Nous sommes actuellement en train de repenser, en train d'amender les textes qui devront régir ce cadre que nous avons voulu volontairement mettre en place. Et deuxièmement, je disais que c'est l'installation officielle de la coordination nationale. Les syndicats du Niger, membres de l'International de l'éducation, ont compris que l'union fait la force et qu'au grand mot, il faut les grands remèdes. C'est pourquoi, au terme de cette AG, un bureau sera mis en place. Il aura comme principale mission de mener le combat. L'Union pour la démocratie et la République, UDR Tabat, gagne de plus en plus de terrain à quelques mois des élections générales. Ce parti enregistre de nouvelles adhésions. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Élément de réponse dans ce reportage signé Adam Soumana. Cinquième force politique du pays à la représentation nationale à l'issue des élections générales de 2011, l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat du sieur Amadou Boubacar Cissé entend mieux se positionner sur l'échiquier politique national en vue des prochaines échéances électorales à venir. Une ambition qui est en passe de se concrétiser, comme en témoigne l'engouement que suscite Tabat auprès des populations nigériennes de divers horizons depuis le départ de son leader du gouvernement de la 7e République. Un gouvernement au sein duquel Amadou Boubacar Cissé constituait la locomotive pour la renaissance plus de 4 années durant à travers notamment le programme de développement économique et social dont il avait la charge. Il s'était donné corps et âme pour l'aboutissement des projets et programmes du président de la République dans l'intérêt supérieur de la nation. Un sacrifice que bon nombre de Nigériens lui reconnaissent aujourd'hui. En effet, c'est par centaines, voire par milliers que des Nigériennes et des Nigériens, aussi bien de la mouvance présidentielle, en l'occurrence du PNDS-Tareya, que des partis membres de l'opposition de la Sirba au Kassina, en passant par le Gobir, adhèrent à l'Union pour la démocratie et la République. Des militants des premières heures au sein de leur formation d'origine qui sont fascinés par la manière dont le planificateur de la 7e République a su bien mener sa mission à lui confier par les plus hautes autorités du pays. Des autorités dont le choix porté sur Amadou Boubacar Cissé pour occuper un poste aussi stratégique qu'enviable n'est pas le fait du hasard. Mais comme le dit une sagesse, nul ne prophète chez soi. Et cela, certains Nigériens l'ont compris de nos jours et ils pensent que le sieur Amadou Boubacar Cissé constitue l'oiseau rare parmi les hommes politiques nigériens à même de permettre le développement du pays pour le plein épanouissement de ses populations. Avec les élections générales de 2016 qui se profilent à l'horizon, force est de constater que le Niger et son peuple vivent ce que d'aucuns qualifient de phénomène Tabat, marqué par une ruée d'hommes et femmes vers cette formation qui constitue, à n'en point douter, une alternance politique pour le pays avec son leader charismatique. La sous-commission communication de la CENI est allée à la rencontre des différents responsables communaux de la région de Niamey, les chefs de quartier ainsi que les acteurs de la société civile, afin de leur demander leur participation active pour que les futures élections dans notre pays se déroulent dans un climat de sérénité. Le point dans le reportage qui va suivre. Les élections présidentielles et législatives dans notre pays, c'est pour bientôt. À partir du 21 février 2016, les Nigériens seront appelés à élire les futurs dirigeants qui auront la charge d'exercer le pouvoir d'État. Aussi, dans cette perspective, une mission de la CENI a été dépêchée dans la région de Niamey afin de rencontrer les maires communaux, les chefs de quartier et les acteurs de la société civile pour leur demander leur implication dans le processus électoral qui interviendra bientôt. Intervenant à cette occasion, Nafi Wada, membre de la CENI, a précisé l'objet de leur initiative. Outre le chronogramme électoral qui est en fait la feuille de route de la CENI, notre commission a également mené d'autres activités, telles que l'adoption du bulletin unique à toutes les élections et une série de formations à l'endroit des membres de la CENI afin de les mettre au même niveau d'information. En termes d'attente de la part de la CENI, je voudrais souligner l'importance majeure de la présente rencontre en ce qu'elle vise à faire en sorte que le taux de participation des femmes aux élections soit le plus élevé possible.
De même, il est attendu des médias une parfaite implication en vue de leur collaboration à l'organisation d'élections crédibles, apaisées et acceptées par tous les acteurs. À l'endroit des organisations de la société civile, la CENI exprime le souhait de les voir jouer pleinement leur rôle d'observateurs indépendants de l'ensemble du processus électoral. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, a mis l'accent sur la nécessité d'aller dans les prochaines élections avec un esprit de paix et de tolérance. La population de Niamey doit être très fortement informée et sensibilisée par rapport aux enjeux des élections à venir. Parce que le souhait du chef de l'État et le souhait de l'ensemble de notre population est que les élections de 2016 soient des élections apaisées. Comme par le passé, c'est vrai, à la veille des élections, on entend tout. À la limite, qui effraie vraiment la population par rapport aux résultats des élections. Mais notre pays a su toujours surmonter ces difficultés. Et je pense que 2016 ne fera pas exception. Il y a eu le brassage entre les familles. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous n'avons pas, en tout cas, même si en tout cas, c'est pas un grand nombre de familles homogènes. J'appelle homogènes des familles d'une seule ethnie. C'est pas possible. Vous allez trouver des familles au Niger où vous allez trouver toutes les ethnies. Un Germain a épousé une Bagobira, un Bouzou a épousé une Gourmanté, un Peul a pris une Kanouri, ainsi de suite, c'est ça le Niger. À l'issue de la rencontre, Nafi Ouada a dévoilé le chronogramme de la mission de la commission communication de la CENI dans les différents arrondissements communaux de la région de Niamey. Ainsi, cette commission de la CENI a démarré ses activités de rencontre à partir de ce vendredi pour finir ensuite le lundi 19 octobre 2015. À travers un point de presse, ce matin, l'Union des élèves et étudiants des écoles professionnelles et instituts demande aux autorités de satisfaire leurs revendications, faute de quoi les cours risqueraient d'être perturbés la semaine prochaine. Compte rendu Nasser Antofo et Abokar Souley. Plus d'une semaine après avoir appelé aux autorités en charge de l'éducation les revendications qui n'ont toujours pas été prises en compte, les étudiants des écoles et instituts professionnels et techniques menacent d'aller en grève de 24 heures le lundi 19 octobre prochain. On n'a pas été appelé en négociation, il n'y a pas eu des négociations et sur le terrain, et vous pouvez le constater, il n'y a pas de satisfaction. Les revendications, vous le savez, ce sont des revendications qui sont liées aux conditions de vie et d'études de nos militants. Et on peut citer entre autres les problèmes liés à la nappe, parce que vous le savez très bien, il y a un retard sans motif valable par rapport au paiement de la bourse de vacances. Il y a également de lenteur dans la procédure de l'octroi de la bourse aux étudiants de master. Et également, nous rencontrons beaucoup de problèmes par rapport au traitement des dossiers des étudiants dû au transfert des écoles. Il y a également les problèmes, vous pouvez les constater là où nous sommes aujourd'hui, l'établissement est en chantier. Il n'y a pas suffisamment de salles de cours disponibles, il n'y a pas suffisamment de salles de TP disponibles. Également, des problèmes liés au curricula d'enseignement au niveau des instituts. Vous allez trouver des instituts qui font 2 heures de temps de cours. Nous avons dit que cette année, nous n'allons pas l'accepter. Il va falloir régler tous ces problèmes-là avant de faire la reprise des cours au niveau des instituts. Également, dans la dernière déclaration, nous avons parlé du problème de l'ENSP. Voilà un nouveau directeur général qui a été nommé et qui vient comme ça et d'un seul jour, il prend une décision pour exclure des étudiants boursiers de l'État. L'Union des étudiants, des instituts et écoles professionnelles et techniques entendus sur le ton si rien n'est fait. Nous envisageons de faire une marche suivie des sittings dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Ces mouvements-là, nous l'avons dit, sont des mouvements d'avertissement.
d'avertissement par rapport à tout ce que nous avons cité ici par rapport à nos problèmes. Et si jamais, nous l'avons dit, nous ne trouvons pas de satisfaction par rapport à ces problèmes, nous allons nous considérer dans un droit de radicaliser les mouvements et en vue de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. C'est la toute première manifestation pacifique que la nouvelle équipe du bureau de l'UEPTN envisage d'organiser dans sa mission de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants des écoles et instituts professionnels. Une conférence débat sur le moringa a été organisée ce matin à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le moringa, il faut le savoir, est une plante qui transporte des vertus nutritionnelles considérables. Ousmane Sidoukou et Sadou Ndoumi pour le compte rendu. La semaine Cultivons bat son plein et cette conférence rentre dans le cadre des activités commémoratives de l'événement. Plusieurs objectifs sont visés, de la co-organisation de l'activité par COP Moringa et Ronidet, membres et alliés de la campagne Cultivons. C'est de forcer, on peut dire, nos autorités, nos décideurs à avoir un regard plus compatissant en direction des pauvres. Les pauvres qui sont 60% de la population n'ont pas à manger. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas à manger contribue un tant soit peu à l'avancée du pays? Bon, donc il faudrait que dans la part du budget qui est consacrée à la prise en charge des problèmes du pays, une plus grande part soit consacrée au développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Une conférence avec pour thème principal un honneur fait à la plante du moringa au regard des vertus qui lui sont attribuées. Le moringa est consommé partout au Niger. Tout le monde consomme le moringa. Et le moringa est même aussi symbole au niveau de certaines cérémonies telles que le mariage et les naissances. Donc en ce moment-là, ça devient un des plats préférés. Bon, nous le consommons jusque-là. Mais malheureusement, tel que nous le consommons, nous ne profitons pas totalement de toutes ses potentialités. Parce que le moringa est très riche en vitamines. Le moringa a beaucoup aussi de principes actifs qui peuvent, selon la documentation, guérir même certaines maladies. Des échanges fructueux auront permis de mieux cerner les différents axes d'intervention de cette campagne, tout comme l'importance des différents aspects biologiques du moringa. Joignant l'acte à la parole, les participants ont procédé à une plantation du moringa, suivie d'une dégustation de ce dernier. L'hôpital Cure International a 5 ans d'existence au Niger. Ouvert depuis le 18 octobre 2010, cet hôpital offre des interventions chirurgicales aux enfants handicapés. Le 5e anniversaire de Cure International a été célébré en présence de plusieurs invités, dont l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Compte rendu Nafissa Adamou et Soumaïla Abdoulaye. C'est dans une ambiance festive que l'hôpital Cure fête ses 5 ans d'existence au Niger. Avec pour mission principale de transformer la vie des enfants handicapés et celle de leurs familles dans les pays en voie de développement en offrant une guérison médicale et spirituelle, l'hôpital Cure a démarré avec 10 hôpitaux à travers le monde, dont celui du Niger qui est le premier dans les pays francophones depuis le 18 octobre 2010. On a fait 2851 opérations jusqu'à hier matin depuis le début de l'ouverture de l'hôpital. Par contre, ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est de savoir qu'il y a eu 1560 enfants et adultes qui ont bénéficié de ces services et qu'à peu près en moyenne, il y a chaque personne qui vient, qui est opérée, bénéficie de 1 à 2 à 3 à 4 interventions pour être, je dirais, corrigée. Les responsables de l'hôpital, fiers des résultats enregistrés en 5 ans, ont saisi l'occasion pour présenter leur reconnaissance à tous les agents pour le travail abattu. Des agents qui ne cachent d'ailleurs pas leurs sentiments. Je voudrais ici témoigner de 2 choses. La première, j'ai été recruté ici en octobre 2010, juste 1 semaine après l'inauguration de l'hôpital Cure International Lazare. De ce jour à aujourd'hui, cela fait déjà 5 ans. 5 ans pendant lesquels Cure œuvre avec beaucoup de détermination pour la réhabilitation physique et spirituelle des enfants en situation de handicap.
Le deuxième témoignage, c'est sur le plan renforcement des capacités. En exemple, je suis le premier et un des agents qui ont bénéficié de formation professionnelle. J'ai eu l'opportunité, grâce à CUR, de suivre 3 ans de formation à l'espace et Dieu merci aujourd'hui, j'ai mon attestation de licence en massokinésithérapie et réadaptation fonctionnelle. Je suis aussi très reconnaissante puisque moi aussi je suis parmi les 3 étudiantes. J'ai fini ma licence en anesthésie-réanimation. Donc je remercie vraiment CUR. Les invités ont eu droit à une visite guidée du local. Ainsi, du pavillon d'hospitalisation au bloc opératoire, en passant dans les autres services de l'hôpital, ces invités ont découvert des cadres de travail assainis. Notons que, outre sa première mission, celle de fournir des soins aux enfants handicapés, l'hôpital CUR offre également des services aux adultes et à la communauté des expatriés. Deuxième jour ce vendredi du deuil national d'une semaine décrétée par les autorités béninoises en hommage à Mathieu Kérékou, décédé le mercredi passé à l'âge de 82 ans. Je vous propose de suivre la réaction de quelques ressortissants béninois. Je vois que cet homme est un homme vraiment qui aime son pays et qui n'a pas différencié entre le nord, le sud, ni l'est et l'ouest. Et encore, de plus, il était venu en révolution, mais après, il a laissé encore pour prendre le chemin de la démocratie. Et après la démocratie, il a lâché le pouvoir pour dire à qui que ce soit, n'a qu'à prendre. Mais maintenant, on l'a rappelé. C'est parce que c'est à cause de son bienfait. Et je l'aime. Sinon, le Bénin était un pays de partage entre 3 personnes dans le temps. À Petit, à Homande Gbemanga. Et c'est Kérékou qui a pris le pouvoir, qui les a chassés parce que le destin béninois n'est pas entre 3 personnes. Il faut que ça se partage entre les fils. Donc c'est pour cela que Kérékou a retiré ça, il a pris le pouvoir. Et nous nous en réjouissons aujourd'hui. Kérékou, c'est un homme de paix, c'est un homme de partage, un homme qui écoute et qui trouve toujours solution à tous les problèmes. Donc ça fait que tout le monde entier pleure Kérékou parce que nous attendons bientôt un nouveau changement. L'élection présidentielle au Bénin en 2016. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puisque c'est le Baba qui est tombé, c'est lui qu'on écoute, les conseils qu'on prend, souvent c'est avec lui. Et actuellement, qui n'est plus, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vraiment, nous avons perdu un grand homme et qui a apporté quelque chose d'inoubliable au Bénin, qui est la démocratie. Il est le père de la nation africaine en apportant cette démocratie à tout le peuple africain pour que la paix règne dans tous les pays. Vous savez, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et si nous pouvons savoir qu'il allait partir, on allait dire à Dieu de le laisser un peu pour nous. Après la l'élection présidentielle, il va partir. Mais malheureusement, comme c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, tout compte fait que son âme repose en paix. Après Camisole de paille et Talibo, un enfant du quartier, le célèbre écrivain nigérien Adamou Idé a publié son 3e roman intitulé La parenthèse du fleuve, un roman dans lequel l'auteur présente la situation peu réalisante que vivent les étudiants. Je vous propose de suivre Adamou Idé qui explique le contenu de son œuvre. Donc c'est assez difficile, surtout que de l'autre côté également il y a des pressions familiales qu'il doit gérer, notamment son père qui ne comprend pas pourquoi il s'éternise à l'école, qui n'apporte rien. Pour lui, l'école des Blancs ne lui est pas utile et il ne voit pas pourquoi son fils va continuer à étudier pour rien. La contradiction entre les deux, c'est que l'enfant va refuser et rejoindre l'université en assumant toutes les conséquences que cela peut engendrer pour lui. Et la parenthèse du fleuve se veut également une dédicace à Sido Issa, que j'ai connu dans la vie concrète, non pas seulement en tant qu'enseignant, mais en tant que grand frère. Il a préfacé
mon premier recueil de poèmes. Oui. Donc c'est un peu lui qui m'a lancé en fait. Alors pourquoi le choix de la parenthèse du fleuve comme titre de ce roman? Oui, la parenthèse du fleuve, parce que quand vous allez lire le roman, j'ai donné le nom parenthèse du fleuve à un bar qui est en fait un lieu de misère et de perdition où se meurt l'élite du pays. Donc il faut lire entre les lignes, c'est pas pour rien, j'ai tout fait pour enlever le titre pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais le titre s'est imposé de lui-même. Moi, je ne sais pas pourquoi. Aux autres, aux spécialistes de dire peut-être qu'il a voulu dire ça ou dire ça. Moi, pour le moment, en tant que celui qui écrit, vraiment, je n'ai pas de sens particulier à donner. Je sais que c'est un endroit où on se retrouve, c'est un endroit où vivent des problèmes, mais je vous laisse découvrir ce qu'il y a dans cet endroit. Dans le cadre des matchs allés du dernier tour qualificatif aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016, le MENA affrontera demain au stade général Séné-Kountché les éperviers du Togo. Le point avec Ibrahim Tikire qui a assisté cet après-midi à la dernière séance d'entraînement des deux équipes. Côté togolais, malgré le manque d'un championnat national depuis un an, le staff technique a opté pour un tournoi interligue qui a permis une sélection de jeunes joueurs. On a trouvé les joueurs dans les quartiers, il n'y a pas de club, il n'y a pas de ligue, il y a seulement des petits tournois dans les quartiers. On a trouvé tous les joueurs, on a vu plus de 60 matchs, on a invité 150 joueurs dans des tests et a créé une équipe maintenant de 30, 23 et maintenant aujourd'hui le 18 joueurs pour être ici. Je suis très content avec le niveau des joueurs et l'atmosphère. Ce sont des jeunes joueurs de 17, 18, 20 ans avec un grand futur. C'est seulement dommage qu'il n'y a pas de rythme de match. On a joué seulement 2 matchs amicaux contre des clubs et il n'y a pas de ligue comme j'ai dit avant et ça veut être un grand problème. 11 mois sans des matchs en haut niveau. Je pense que le niveau de l'équipe c'est pas mauvais, mais on manque de rythme de match et pour moi Niger est le grand favori. Pour le MENA national, tout est fin prêt pour demain. On doit faire le maximum possible pour se qualifier à travers cette première manche. Et parce que toute équipe gagne chez soi. Donc le tirage a fait en sorte que c'est nous qui recevons. On va jouer le retour. Je pense que si on fait la différence à partir d'ici, on va conclure le reste en déplacement. Maintenant, c'est à nous de pouvoir tout faire pour marquer et ne pas encaisser. Parce que les buts encaissés à domicile peuvent être fatals, quoi. Donc vraiment, on va jouer notre va-tout pour que vraiment ça soit une qualification à partir de cette première manche. Les Togolais sont à Niamey pour limiter les dégâts contre une équipe nigérienne au sein de laquelle des joueurs sont fraîchement sortis de la belle victoire contre la Somalie le week-end écoulé à Niamey. Nous sommes David et Niger est Goliath. On doit faire tout. C'est un match très difficile pour moi. 75% sûr que Niger gagne ce match. L'équipe A est presque la même équipe locale. Il y a un bon ligue ici. Beaucoup de joueurs qui jouent aussi contre Somalie le dernier match. C'est pas facile. C'est chaud, mais un match nul demain, ça veut être très bon pour nous. L'équipe togolaise, nous ne la connaissons pas et puis les gens disent qu'il n'y a pas de championnat. Moi, je pense que même s'il n'y a pas de championnat, il y a du football qui se joue. Et donc maintenant, peut-être c'est une organisation qui les a manqués, mais en réalité, ils sont en regroupement, ça fait un certain temps. Maintenant, c'est à nous de capitaliser tout ça pour vraiment mettre le maximum à notre profit et avoir le gain de la rencontre. MENA national et épervier du Togo, c'est pour ce samedi 17 octobre 2015 à partir de 16h au stade général Séné-Kountché de Niamey. La participation du Niger à une deuxième phase finale de la CAN des locaux passe par un score rassurant à Niamey avant le déplacement sur Lomé une semaine plus tard. Comme contre la Somalie, le 12e homme est invité à jouer sa partition pour pousser le 11 national à la victoire. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.